La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Cette citation est tirée de l'excellent livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secrets de sorcière. Après avoir lancé mon podcast de contes végétaux, j'ai eu envie de t'emmener découvrir des autrices toutes un peu, voire beaucoup sorcières, et qui nous racontent leur savoir et leur univers dans des livres et des grimoires sur les plantes et des légendes. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Je suis diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Pour ce 5e et dernier épisode de la saison de Secrets de sorcière, je suis avec Rim Laredge, une sorcière à tout faire. Multicréatrice, multipotentielle, autrice, réalisatrice, productrice de musique et de films, elle réalise plusieurs courts-métrages, documentaires et longs-métrages de fiction. Un imaginaire foisonnant que j'aimerais te faire découvrir et partager avec toi. Et pour introduire cet épisode, j'ai envie de citer Frédéric Lenoir. Exister est un fait, vivre est un art. Tout le chemin de la vie, c'est passer de l'ignorance à la connaissance, de la peur à l'amour. Bonjour, hello Rim. Merci d'être là avec nous. Bonsoir Sonia, merci de m'accueillir et merci de cette magnifique invitation et de cet espace que tu m'offres dans ton podcast. C'est vraiment très très cool. Je suis ravie. Eh ben, écoute, moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Je suis rarement à la fois admirative et impressionnée par une personne. Et si ça doit se compter sur les doigts d'une main, eh ben, sache que tu en fais partie. Bah écoute Sonia, c'est vraiment très très touchant et sache que c'est réciproque. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour qui tu es et ce que tu me dis me touche vraiment beaucoup et ça fait sens dans le sens où en fait en tant que femme se renvoyer une image positive les unes des autres, c'est quand même quelque chose de très constructif et important. Vive la sororité. Je suis d'accord. Alors, tous les jours, Rim, je découvre à travers tes réalisations, tes stories Insta, qui sont tellement pertinentes et drôles. Vraiment, tu m'amuses souvent, mais en même temps, il y a tellement de pertinence derrière. C'est-à-dire que derrière ton humour, tu fais passer des messages tout en subtilité. Et tes modèles, tes sources d'inspiration sont d'une beauté souvent époustouflante. Moi, souvent, je fais waouh. Tu m'entends pas forcément. Je suis derrière mon téléphone, derrière mon écran à regarder tes stories. Et il y a de tout en fait. Alors, ça paraît peut-être pour l'auditeur et l'auditrice là qui sont là en train de nous écouter aujourd'hui superficiel de parler de story d'Insta, mais on passe tout notre univers et notre personnalité, je trouve, en tout cas quand on réussit à le faire, et c'est ton cas. Et moi, j'ai la chance d'avoir pu acquérir, décidément j'ai du mal avec ce mot, quelques-unes de tes créations et je sais d'où viennent tes inspirations, donc c'est un honneur de porter cette bague ou ces boucles d'oreilles ou ce sac que j'ai pu acheter à ton studio. Et j'aimerais que tu nous parles de nous un petit peu, Rim, parce que je suppose que tu as énormément de choses à nous dire. Alors déjà merci encore une fois Sonia pour cet espace que tu m'offres. Du coup je vais reprendre en fait un peu dans l'ordre que tu as abordé. En fait c'est vrai que j'essaye d'avoir un peu de hauteur et un peu de d'humour quant au rapport avec les réseaux sociaux et tout ce qui est communication et comment communiquer dessus. Après c'est vrai que j'aime bien passer par le biais de l'humour souvent pour faire passer certains messages qui sont peut-être plus profonds ou plus inquiétants en tous les cas. Mais disons que la dérision est quelque chose de très très important pour moi. Déjà ne pas se prendre trop au sérieux, c'est important. Ne pas se prendre non plus pour quelqu'un de trop important
important aussi, c'est important. Et des fois, juste, je pense partager son opinion sur des choses qui font partie de la vie de tous les jours. Ça, c'est nécessaire en fait de le faire avec parfois un peu de légèreté et un peu d'humour. Du coup, le message, je pense, passe d'une façon beaucoup plus intéressante. Et du coup, quand ça a l'air moins intéressé, du coup, j'ai envie de dire, ça passe beaucoup mieux et ça a plus d'impact. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'impact dans mon interaction avec les autres. Du coup, est-ce que c'est une interaction positive ou négative? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Donc, du coup, je réfléchis toujours en fait avant de poster des stories ou avant de partager mon opinion, par exemple, sur des faits, ou avant de partager quoi que ce soit d'ailleurs, de penser en fait à l'impact que ça va avoir. Est-ce que ça va être perçu d'une façon ou d'une autre, et du coup ça permet de réfléchir aussi au format que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre un format qui va être juste visuel? Est-ce que ça va être un format parlé? Est-ce que ça va être un format écrit? Et donc du coup tout ça porte à réfléchir en fait sur quelle action en fait on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et du coup il y a aucun de mes posts qui est fait vraiment comme ça de façon fortuite, parce que je pense que c'est un média qui est très 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 impactant du coup sur nos sociétés, qui est très important. Et enfin rien de ce qu'on poste rien de ce qu'on poste ne doit être posté de façon comme ça hasardeuse. Voilà, il faut vraiment, je pense, réfléchir à deux fois, et j'essaye de le faire et j'espère le faire de façon assez précise. Et voilà, quand j'ai rien à dire, je dis rien, et quand j'ai envie de poster juste des photos de fleurs, je le fais, et quand j'ai envie de parler de choses qui sont plus importantes, qui sont de l'ordre de l'implication politique, économique, ou alors même spirituelle, de le faire de façon intelligente et intelligible en tous les cas, que ça soit accessible à tous. Et par exemple, j'essaie aussi de faire attention aussi à mon langage, que ce soit un langage qui soit accessible à tous et pas quelque chose de trop pédant, parce que pour moi justement ces réseaux-là doivent servir aussi à véhiculer le maximum d'informations justes, de bonnes vibes, et surtout de choses qui soient tangibles à tous en fait. Et ça c'est important pour moi. Donc ça c'est pour répondre à ton premier volet par rapport aux réseaux sociaux. Écoute, si je devais résumer ce que tu viens de dire, les réseaux sociaux ne sont pas à prendre à la légère, mais avec légèreté. Exactement. Je pense que c'est un média qui, pour ma part, en tous les cas, me sert énormément pour mon travail. Mais aussi, ça me sert pour juste mes relations amicales. Ça me sert pour communiquer sur mes événements. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture à ces espaces-là. Et je pense qu'il faut être vraiment conscient en fait de tous les niveaux de lecture, et pas se satisfaire juste d'un niveau de lecture et se dire c'est pas grave. En fait, tout ce qu'on poste peut être potentiellement très grave, ou alors très sympa, ou alors très désagréable, ou alors agréable. Et en fait, ça touche tellement de gens en un minimum de temps. Donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de qui on cible, vers où on se dirige, et ce qu'on dit et ce qu'on raconte, et que ça soit, moi j'essaie que ça soit un moment de réel partage, quoi. Si j'ai rien à dire, je dis rien, quoi. C'est pas la peine de s'étaler toute la journée et de raconter ses histoires perso, etc. Si mon histoire personnelle peut avoir un impact intéressant pour d'autres, je la raconterai volontiers. Mais si elle m'en a pas, si c'est juste de l'ego ou étaler ma sphère privée, ça n'a aucun intérêt. Donc je garde ou le dernier filtre à la mode. Ouais. Alors là, attention, les filtres, j'adore ça, je trouve ça vraiment je sais, c'est pour ça que je me dis. Mais en même temps, je les utilise avec tellement de dérision. Je fais, en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout moi qui vais vous parler, mais c'est un peu moi. Alors écoutez la voix, regardez l'image, elle est agréable, mais en même temps, ça permet d'avoir une certaine distance par rapport au réel que je trouve assez intéressante. Si je dois retenir un mot, je dirais impactant. Peu importe ce qu'on dit, grave, pas grave, drôle, ça doit être impactant. Ça doit l'être. En tout cas, c'est ce que tu fais, toi. C'est ton message, ta story, ou ta phrase, ou ton mot, ou cette musique que tu as choisie à un moment donné, impactante. C'est vraiment je reconnais là chez toi cet esprit de l'artiste, le moindre petit trait de calligraphie
a un impact. Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes, mais le trait est là au bon moment, avec la bonne intensité, au bon moment. Et c'est ça qui est important. C'est pas la quantité. Je dirais même pas la qualité. C'est la pertinence de ce qui est dit à un moment donné, de ce qui est fait à un moment donné, et de comment tout ça s'articule. Mais si je devais revenir un petit peu en arrière, là on parle du présent, des réseaux sociaux qui ne sont pas si vieux que ça dans nos vies, mais revenons un petit peu à ta naissance, à tes origines multiples. Et par multiples, chers auditeurs et chères auditrices, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu dis que tu es née à Damas, donc en Syrie, pour situer, et que tu es une vagabonde, une voyageuse dès les premières heures de ta vie, je dirais même avant même ta conception. Tu voyageais déjà, de par aussi les origines de tes parents. Tes origines culturelles sont multiples, et donc derrière cela, il y a autant d'influences dans tes œuvres artistiques qu'on verra plus tard, qui sont multiples aussi. En fait, on pourrait t'appeler multi-rime ou rime multiple. Tu sais que quand j'ai eu l'idée de t'inviter à ce podcast Secret de sorcière, la première chose qui m'est venue, parce qu'à chaque fois j'ai une sorte de terme ou de phrase qui définit très brièvement la personne que j'invite. Et pour toi, ça a été rime, la sorcière à tout faire. Et je crois que ça te définit assez bien. Et donc, revenons à tes influences multiples. Qui elles sont? D'abord, tes origines culturelles, tes origines tout court, et tes influences, que ce soit des lieux, des personnes, de la culture en règle générale. Alors moi, comme tu l'as si bien dit, je suis née à Damas, de parents algériens, espagnols, et donc voilà, j'ai grandi les premières années de ma vie donc en Syrie, un petit peu au Liban, et puis après on est parti vivre en Algérie, un peu aux États-Unis, un peu en France, un peu en Espagne. Donc on a fait un petit tour comme ça de globe-trotteur, et puis après c'est vrai qu'on s'est jamais vraiment fixé quelque part. Du coup ça a mis un point d'ancrage du coup dans ma construction, en tous les cas en tant qu'être humain. C'est que l'ancrage, en fait, finalement, il peut être multiple, et surtout l'ancrage n'est pas forcément en lien avec l'endroit géographique dans lequel tu te trouves physiquement. Et du coup ça m'a pas mal aidé pour me libérer aussi de certains carcans qu'on peut avoir quand on se construit, en fait, en tant que femme ou en tant qu'homme. Et du coup, c'est vrai que le vagabondage, comme tu dis, ou le voyage, ou en tous les cas le côté voguant comme ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Alors j'adore avoir des lieux comme ça auxquels je m'identifie, comme l'Algérie, comme la Syrie, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Irak, voilà, comme pas mal d'endroits qui sont pour moi constituant, si tu veux, de mon espace interne, de ma personnalité, mais aussi de mon visuel humain et aussi artistique. Et du coup, ça a permis, si tu veux, la construction d'une personne un peu hybride au départ, qui finalement est en train de se solidifier au fur et à mesure du temps, tu vois. Donc je me rends compte aussi que toutes ces choses qu'on peut sentir disloquées quand on est un peu plus jeune, sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre de mots, qu'on n'arrive pas forcément à identifier en tant que telles, sont pour le coup des choses extrêmement enrichissantes et intéressantes, parce qu'elles permettent une réelle liberté, en fait. Je pense que le fait de pas avoir d'ancrage finalement statique permet un espèce d'ancrage un peu métaphysique, si tu veux, tu vois, qui est
qui est de l'ordre un peu de l'impalpable, mais qui est très profond, tu vois. C'est-à-dire que je me sens partout chez moi. J'ai pas de, dès que je m'installe, j'ai pas de problème à m'installer, j'ai pas de problème à bouger, j'ai pas de problème à me sentir à l'aise. Et pour le coup, si je suis pas à l'aise, je le sens tout de suite aussi. Et surtout, en fait, ce que j'ai compris en étant un peu plus jeune depuis quelques années aussi, c'est que en fait, ta patrie, elle est à l'intérieur de toi, quoi. Elle grandit en toi chaque jour, et c'est aussi à toi de savoir la cultiver. C'est pas forcément un ancrage qui est lié aux origines physiques, ou même lié aux origines. On peut vraiment se sentir ancré dans des cultures dans lesquelles on n'est absolument pas né. Moi, j'ai l'une de mes meilleures amies qui était alors ça, c'est un exemple que j'adore prendre parce que je trouve que c'est hyper significatif, qui était donc banquière, tradeuse, etc., et qui du jour au lendemain se découvre des dons de magnétisme, en fait, et du coup elle décide de faire de l'acupuncture, d'apprendre l'acupuncture. Elle va s'installer en Chine pendant quelque temps, et là cette Algérienne de Blida, tu vois, qui n'a aucun lien avec la culture asiatique, se retrouve jet-laguée là-bas par désir, parce qu'elle l'a choisi aussi, abandonne absolument toute la si tu veux le côté vraiment rassurant de travailler dans une banque, d'avoir un salaire hyper avantageux, etc., abandonne absolument tout et va à l'aventure, parce que pour elle, c'est même pas une aventure. Pour elle, sa vérité se trouve là, dans cette culture-là, qu'elle découvre, en fait, et qui en même temps fait déjà partie d'elle quelque part, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, un appel chromosomique. Exactement, qu'il y a des appels chromosomiques à l'intérieur de nous qu'il faut absolument écouter, et ne pas se limiter à ce qu'on connaît ou à ce qui est légitime ou pas, en fait. Faut vraiment y aller, quoi. Ça, c'est pour moi, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir ces espèces d'ouvertures très petites avec des parents qui étaient très ouverts à ça, avec un entourage familial qui était aussi très ouvert à ça. Donc du coup, si tu veux, ça m'a permis de voir très tôt qu'en fait ta patrie, elle est en toi, quoi. Et il y a pas de limite, ni d'origine, ni de géographie, ni de frontières. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je trouve que c'est des choses qui sclérosent et qui n'ont pas lieu d'être. C'est autant de choses qui peuvent nous nourrir, mais ça ne fait pas mais c'est pas cloisonnant. Ça ne devrait pas être cloisonnant. C'est pas cloisonnant. C'est-à-dire qu'on ça peut fait être partie de nous. Exactement. Mais ce n'est pas notre nous. Ça en fait que partie. Tu n'es pas que ça, en fait. Par exemple, pour revenir aux origines, moi j'ai des origines du coup arabo-berbères, berbéro-arabes, qui viennent d'un très lointain, tu vois, ancrage à la frontière algéro-marocaine, de familles qui font partie de confréries, etc., qui sont venues de loin, des Touaregs, etc. Donc, si tu veux, ça, cet ancrage, c'est quelque chose qui est pour moi très important. C'est quelque chose que je ne renie absolument pas, qu'au contraire je revendique. On le voit dans mes créations, quand j'utilise les motifs des tatouages berbères, mon rapport à la poésie arabe, au soufisme, etc. On le voit aussi dans la calligraphie que j'utilise dans les créations que je fais, que ce soit les peintures, les tableaux, ou alors les bijoux, etc. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui est très très ancré, mais qui en même temps est tellement profond que je peux l'aborder avec légèreté, en fait. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la revendication. J'ai pas besoin de le revendiquer, c'est là, c'est en moi. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes, quoi, tu vois. Et donc du coup de le véhiculer, par exemple, sur des objets qui sont de l'ordre du prêt-à-porter quotidien, des sacs, des bijoux, des vestes, et de le rendre un peu plus abordable et de désacraliser un peu, ça permet aussi de se réapproprier toute cette imagerie-là, toute cette magie-là, en fait, finalement, toute cette profondeur-là, avec légèreté, ce qui rend la chose accessible et circulable. Et en fait, c'est encore une fois l'impact, tu vois. Est-ce qu'on a envie d'avoir une espèce de cercle très restreint de personnes vraiment initiées, qui connaissent, qui savent, ou est-ce qu'on a envie que la chose circule au plus grand nombre pour que ça ait un impact, justement, et que l'impact soit autant profond sur certains qui ont une vraie connaissance de ces symboles-là, autant léger et agréable sur celles qui n'en ont pas, en fait. Juste et je pense esthétique. C'est énorme. C'est déjà énorme. Je pense que c'est important, en fait, d'être dans cette humilité-là, en fait. Tu vois, c'est que autant ceux qui savent, et ceux qui savent pas, c'est très bien aussi. Trouve ça beau. Et c'est déjà super, tu vois. Juste voir, en fait, c'est déjà super. L'émotion, elle est à plusieurs niveaux. Elle n'est pas forcément intellectualisée. Exactement. D'ailleurs,
elle ne devrait peut-être même pas être intellectualisée, l'émotion, dans le sens où, oui, tu t'adresses à des sachants parce que tu sais, toi aussi, mais celui qui ne sait pas, ce qui compte, c'est qu'on ne devrait pas l'exclure, tu vois. Pour moi, bien au contraire. Un message impactant, un message qui parle, un message qui suscite de l'émotion à un moment ou à un autre. Moi, je trouve qu'on a déjà atteint le but, quel que soit le but. Même si on le définit pas, ce but, le but est atteint. On a atteint le cœur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis complètement d'accord avec toi. Cœur à cœur et l'art est un média. Cette petite flèche de Cupidon pour aller toucher ce qu'il y a de plus sensible en nous, de plus vibrant, et au sens propre et figuré, cette petite chose qui palpite en nous et qui bouge en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qui nous arrive. Et si le cœur s'accélère légèrement à la vue d'une belle chose, mais quelle beauté! Enfin, je trouve que c'est déjà énorme. Quelle poésie! Mais exactement, je trouve que tu le définis assez bien parce que pour moi, en fait, la beauté devrait être quelque chose, enfin, pour moi, la beauté, quelque chose de très simple. C'est beau, ça touche. L'émotion, l'émotion n'a pas besoin d'être verbalisée, en fait. L'émotion se vit et je pense que dès lors qu'on crée des choses, on peut créer des choses qui ont besoin d'être expliquées, etc. Mais pour moi, vraiment, la première vibration de beauté, elle n'a pas besoin de mots, elle n'a pas besoin d'être expliquée et elle n'a pas besoin d'être intellectualisée, en fait. Pour moi, le beau doit toucher vraiment autant la personne qui a lu 1500 livres que la personne qui n'en a lu aucun, et la beauté ne devrait pas être excluante. Au contraire, elle devrait être inclusive, en fait. Et du coup, je pense que on est beaucoup à se tromper, à essayer vraiment de segmenter, par exemple, les choses en exposition, en galerie, enfin tu vois, tout est vraiment très stratifié, tu vas dans le monde de l'art, et je pense que dans la beauté, musique, dans la musique, on le vit beaucoup, dans tout ce qui est création, ce qui s'adresse à la culture urbaine et pas à la culture classique, comme si on ne pouvait pas être sensible aux deux. Exactement, et qu'on n'a pas besoin d'avoir. Le rappeur ne pouvait pas aimer Chopin, voilà. Chopin. D'ailleurs, il y a eu cette œuvre qui est géniale sur. Alors, je vais dire une bêtise et j'aimerais pas parce que le nom m'échappe. Ce n'est pas Fauré, c'est une pièce. Alors, je vais donner plutôt le nom de la pièce plutôt que son compositeur parce que je vais dire des grosses bêtises sinon. Les Indes galantes. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a eu une pièce, en fait, c'est une pièce de musique dite classique et c'était de la danse urbaine dessus. Ils étaient habillés comme aujourd'hui, en sweatshirt et voilà. Et il y avait du chant parce qu'il y a une partie chantée aussi, donc opératique. Et c'était juste magnifique. Ces deux cultures réunies sur scène, la culture urbaine et la culture classique sur les Indes galantes, à te donner le frisson, mais à chaque fois, d'ailleurs, je t'en parle là, ça se voit pas, mais j'ai, comme on dit, les poils. Rien qu'à l'évoquer, j'ai les poils. Et tiens, peut-être que je finirai au mixage de ce podcast un petit bout de cette musique-là des Indes galantes. Ah bah, j'ai regardé ça. Écoute, j'aimerais... je l'ai pas dit auparavant, tu es une multicréatrice, une multipotentielle. Tu crées, tu as parlé en répondant à certaines de mes questions. Tu as parlé de bijoux, tu as parlé de symboles berbères, tu as parlé de vêtements, mais tu ne fais pas que ça. En fait, tu es vraiment une multicréatrice, une multipotentielle, une sorcière à tout faire. Comme j'aime bien te définir. C'est très sympathique comme définition, ça me plaît beaucoup. C'est très flatteur en tous les cas, ça me touche énormément. Je sais pas si je suis une sorcière à tout faire, mais en tous les cas, c'est trop cool. C'est le but, ça peut te flatter. Enfin, le but n'était pas de flatter, mais en tout cas, c'était pour te valoriser ton art. Merci. Et est-ce que tu as le souvenir de à quel moment tu as ressenti ce besoin d'être artiste, ou tu t'es découverte artiste, ou tu as su que tu étais une artiste?
Alors, est-ce que c'est une fulgurance ou quelque chose qui a été juste alors évident? Franchement, il n'y a pas eu du tout de fulgurance en soi. Il y a eu juste en réalité des outils qui ont été mis à ma disposition très tôt, tu vois. Donc ça, je pense que c'était vraiment vraiment déclencheur aussi, c'est-à-dire que on était en Algérie pendant la décennie noire et c'est vrai que mes parents, que l'Algérie, si tu veux, rentrait dans une certaine torpeur parce que quand on est arrivé de Syrie, c'est vraiment très paisible. Donc on rencontrait la famille, on retrouvait une espèce d'atmosphère comme ça, nouvelle, avec mon frère. Et c'est vrai que vraiment du jour au lendemain, les choses ont changé, on commence à devenir très lourd, pénible, on basculait dans la noirceur. Oui. Et puis je voyais mes parents qui étaient quand même d'un tempérament très jovial, qui organisaient souvent des fêtes avec des poètes, des amis écrivains, etc. Donc on avait déjà, si tu veux, ce magma qui était quand même très accueillant et très fertile, qui devenait seul en fait parce que tous leurs amis ont été assassinés. Tout ce qui a été construit, si tu veux, commençait à s'effilocher un peu. Et mon père a vu que je commençais vraiment à dérailler, c'est-à-dire à beaucoup me taire, à pas être sociable, à ne plus vouloir aller à l'école. Tu avais quel âge à cette époque? J'avais 9 ans et 9-10 ans, si tu veux. Et donc c'était quand même un âge assez important pour un petit être, quoi, tu vois, qui vient au monde et tout. Et c'est vrai que pré-ado, tu commences déjà. Exactement. Et changer d'environnement. Changer d'environnement, donc on venait de Damas, on avait une certaine façon d'être, et puis arriver en Algérie, c'est une autre façon d'être qui a une continuité aussi qui était intéressante et très enrichissante. Et en fait, de devoir du coup, d'un coup, en fait, toute cette insouciance, toute cette légèreté, toute cette beauté, si tu veux, qu'il y avait autour de nous, c'est complètement écroulé. Et il fallait faire face en fait à cette réalité qui était quand même une réalité noire, obscure, mais aussi tellement absurde, quoi. Enfin, te rendre compte en fait en tant qu'enfant, du coup, la joie et la tristesse doivent absolument cohabiter, et du coup en fait que le chaos doit exister à côté de la beauté. Et comment tu fais avec ça quand t'es petit et tu es là, mais tu n'es plus là, et du coup tes parents qui sont présents peuvent être assassinés le lendemain. Donc tu vois, c'était plein de choses comme ça qui étaient très lourdes pour un enfant. Et mon père, donc, clairement a vu tout de suite que je commençais un peu à dérailler, à être vraiment très mal. Des choses que je n'arrivais pas à exprimer avec des mots. Et si tu veux, un jour, il m'a emmené dans une librairie et il m'a dit: ce qu'on vit est très douloureux et n'est pas simple à raconter. Donc, il m'a acheté un carnet, si tu veux, voilà, tu vois, et il m'a acheté plein de stylos et il m'a dit: écoute, tu peux dessiner, écrire, ce carnet sera à toi et tu peux raconter dedans vraiment tout ce qui te passe par la tête. Et donc, si tu veux, ce carnet a été un objet salvateur pour moi parce que je me suis rendu compte que ma vie intérieure pouvait sortir de moi et prendre une autre forme, et que je pouvais lire, relire, raturer, et qu'en fait que rien n'était figé dans l'espace et le temps. Et du coup, ça m'a vraiment libérée. Donc, du coup, c'était un journal intime où je consignais quand même les assassinats, les attentats, les choses vraiment très lourdes, mais qui, si tu veux, m'a permis aussi de développer un monde intérieur et une certaine liberté, si tu veux. Et ça m'a permis d'exprimer, voilà. Et du coup, ce livre, ce carnet-là, est devenu un livre à mes 17 ans. Il a été édité. Ça s'appelle Le Seigneur des Cendres, et du coup ça raconte un peu toute la décennie noire, si tu veux, qu'a vécu l'Algérie à travers les yeux d'une enfant. Et ce livre, quand il est sorti, je ne pensais pas qu'il aurait eu un impact aussi important, parce que quand on l'a édité, quand on a fait les séances de dédicace, si tu veux, il y avait vraiment des personnes qui venaient raconter eux aussi leur décennie noire, et le témoignage de exactement, la même période. Et le fait d'avoir fixé ça sur un objet, en fait, ça permet aussi de fixer la mémoire, ce qui est toute une problématique aussi pour nous en tant qu'Algériens, avec toutes les souffrances qu'on a vécues avec le colonialisme, etc. Fixer la mémoire est quelque chose qui est pour moi, en tous les cas, je crois que tout mon travail et là-dedans, fixer la mémoire, en fait, que ça soit dans les objets que je crée, dans les tableaux que je fais, dans les livres que j'écris, dans les films aussi les courts et longs métrages, les documentaires, tout mon travail est vraiment axé sur fixer la mémoire, quoi. Et de quelle manière est-ce qu'on peut fixer la mémoire? La question de l'identité et la question de la mémoire. L'identité, la mémoire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se construit, en fait, une identité. Tout un programme.
Tout un programme. Si tu as trouvé une définition, je veux bien la connaître. Alors, j'ai pas de définition, mais si tu veux, ce qui m'est, en tous les cas, la chose qui m'est apparue, c'est que en construisant ces objets, si tu veux, hybrides, que ce soit des films ou alors des documentaires ou alors des livres ou alors des tableaux ou des objets en soi, moi, je prends tout comme un objet, en fait, comme un artefact, tu vois. Que ça soit un livre ou un film, j'ai exactement la même manière d'aborder l'objet. C'est-à-dire que je le visualise, tu vois. Et pour moi, visualiser l'objet me permet d'être dans une construction. Et ce qui est intéressant, c'est construire. Une fois que l'objet est fini, il est même pas fini en fait, tu vois. Moi, mes films, ils sont jamais finis en réalité. Tu pourras les continuer. Mes livres, pareil. Je cherche pas à finir. Je cherche pas à avoir quelque chose dont je suis satisfaite pour me gargariser en me disant voilà, c'est un produit fini. En fait, j'aime bien ce qui est imparfait, j'aime bien ce qui est infini. Alors autant t'as des films par exemple que j'ai fait qui sont sur la guerre d'Algérie, qui sont très classiques, etc., avec un début, un milieu, une fin. Autant tu peux avoir un court-métrage qui soit absolument construit comme une œuvre plastique avec des collages, des voix off, des sons qui arrivent un peu de la stratosphère, tu vois. Et j'aime bien ce côté un peu non figé, tu vois, c'est que autant on peut construire un objet qui soit classique, si tu veux, qui peut correspondre à certaines attentes et qui rentre dans certaines cases, autant c'est extrêmement satisfaisant de construire des choses qui sont complètement hybrides et qui ne rentrent dans aucune case. Et ça, c'est vraiment cool, quoi, tu vois. Je comprends. Tu vois, quand tu me parles, j'ai l'impression que dans tes œuvres artistiques, c'est comme si tu as accouché d'un être qui est fini et non fini à la fois, puisqu'il va continuer à grandir, et que dans le regard de chaque personne qui va le voir grandir ou l'élever, va être différent. Et c'est dans ce sens, enfin, c'est l'impression que j'ai ressentie en t'écoutant parler de tes œuvres, comme un bébé qui va devenir un enfant, qui va devenir un préado, qui va encore continuer à vivre en dehors de toi, qui t'appartient et qui t'appartient pas non plus, surtout il ne t'appartient pas, et qui appartient à chaque personne qui le regarde évoluer et grandir, et chacun à sa manière, et chacun a posé un nom, un regard, une impression dessus, peu importe. Il y en a qui vont le trouver beau, d'autres qui vont le trouver moins beau ou même moche, on s'en fout. Exact. Non, moi perso, parce que je disais à chaque fois quand il y avait des interviews ou alors tu vois des présentations de films ou d'œuvres en festival, c'est comme en fait moi ce qui est important pour moi, c'est vraiment pas la satisfaction que je peux moi avoir, c'est-à-dire que bon, je sais que l'œuvre est finie entre guillemets quand je sais que je ne peux plus aller au-delà de cette création-là et que mon discours ne peut pas aller au-delà, que ce soit psychologiquement, même physiquement, c'est-à-dire que j'atteins une certaine limite à ma créativité. Et ça, je pense que c'est très important de l'accepter, de dire ok, là stop. Sinon, on fait des œuvres qui ne se finissent jamais et qu'on ne montre jamais. Et ce qui est important pour moi, c'est en fait de pouvoir rendre la chose palpable à un regard qui est hors que le mien ou celui de ma famille. Voilà, un regard qui est lointain, si tu veux, et en même temps voir comment est-ce que ce regard peut se réapproprier cet espace-là. Alors, je pense que moi, la seule chose, si j'arrive, alors si vraiment je réussis peut-être à faire une chose, je pense que c'est vraiment ça. Mes œuvres sont absolument imparfaites. Ce que je fais peut être totalement naze. Ça, j'ai aucun ego là-dessus. C'est vraiment pas un problème, tu vois. Genre, on peut venir me voir et me dire ton film, il est nul. Il y a pas de souci, tu vois. Je vais pas me vexer. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est la possibilité, en fait, l'effort de créer un espace. Et en fait, cet effort-là, personne ne pourra jamais me l'enlever. Et si tu veux, cet effort-là, pour moi, c'est ma légitimité, tu vois. C'est-à-dire la création d'espace et du coup la création d'univers, tu vois. C'est-à-dire que j'ouvre une espèce de porte qui s'ouvre à moi aussi, dans laquelle je suis invitée. Et c'est vraiment comme ça que je le vis. Et plutôt que de garder cet espace égoïstement que pour moi, parce que je peux très bien le garder que pour moi et me gargariser dedans et me dire que je suis géniale. Non, cet espace, j'essaie vraiment de l'ouvrir au maximum de personnes pour justement voir quel impact ça peut créer en fait. Quelle fenêtre aussi ça ouvre chez les autres, tu vois. C'est pas que la fenêtre que j'ouvre moi avec moi. C'est en fait voir
comment est-ce que je peux, à travers cet espace artistique, à travers cette expression, à travers ce petit canal, en fait, du coup, rentrer en communication avec des gens que je connais pas. Et je pense que la plus grande satisfaction, c'est de pouvoir regarder quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je peux créer une discussion, un dialogue à travers une œuvre. En fait, les œuvres, je pense que c'est juste une excuse pour accéder aux autres, média oui. Ouais, c'est vraiment une flèche de Cupidon. Enfin, en tous les cas, moi, je te dis la vérité. Moi, perso, c'est une énorme excuse pour pouvoir avoir le maximum, le maximum de regard sur un espace, tu vois, que j'estime de beauté, quoi, tu vois. Me dire, tiens, j'ai eu accès à une certaine beauté, j'ai pu peut-être faire ça, peut-être que on peut rejoindre d'autres personnes à travers ce canal-là, tu vois. Alors des fois ça marche, c'est génial, et des fois ça marche absolument pas, et c'est très bien aussi, tu vois. Et c'est cool de pouvoir se dire ah bah tiens, ça a pas du tout marché. Pourquoi? Peut-être que c'était pas du tout honnête, ou alors c'était pas du tout fini, ou alors c'est pas le bon moment, ou le bon moment, ou alors tu sais des fois la bonne façon, ou le bon canal. Exactement, des fois la façon, des fois aussi le moment, par exemple. Des fois on est tellement en tant qu'artiste, des fois on est dans une frénésie de création, et c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup tendance à j'ai fait un son, je le balance, j'ai fait un film, je le balance, j'ai fait un croquis, je mettais tout, vraiment, tout était accessible, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça aussi, ça se construit, et c'est aussi une humilité à acquérir, tu vois, de rendre la chose tangible et pas juste de balancer les choses, tu vois, parce que les choses ont besoin aussi que tu leur offres un certain écrin, et c'est un respect que tu leur donnes à ces choses-là, tu vois, et que tu leur donnes à elles, que tu leur donnes à toi, mais que tu donnes aussi aux spectateurs, tu vois, de préparer les gens, de leur expliquer, de leur parler, c'est, je pense, une vraie humilité à avoir, tu vois. Moi j'aime beaucoup ça, tu vois, vraiment prendre le temps maintenant de laisser les choses s'installer, de pas être pressé, de pas être dans cette espèce de, tu vois, d'empressement un peu de précipitation aussi générationnelle, sociale, tu vois, de vraiment laisser le temps, quoi. Et si ça vient pas, ça vient pas, c'est pas du tout grave, tu vois. Oui. Tu sais, encore comme tout à l'heure, j'ai eu une image qui, pour moi, me décrit ce que tu dis et résume en quelque sorte. C'est réducteur de dire résumer, mais c'est l'image que j'ai eue. Et la sensation que j'ai eue quand tu as parlé de tout ça, c'est ce petit moment suspendu qui dure moins d'une seconde au moment où tu offres un cadeau. Ouais. Tu sais, ce moment où tu sais pas comment, mais tu ne sais pas non plus comment il va être reçu. Tu sais, il y a un moment suspendu qui ressemble à rien. C'est déjà la chose que tu as entre les mains ne t'appartient plus puisque tu vas l'offrir, mais il n'appartient pas encore à l'autre non plus parce qu'il l'a pas encore saisi. Il sait parfois pas encore ce qu'il y a dedans, c'est souvent emballé. Et puis tu ne sais pas comment il va être reçu. Il y a un petit moment comme ça suspendu, et c'est ce que j'ai ressenti quand tu as parlé de ce don de toi finalement à travers un canal donné à un moment donné, d'une œuvre donnée, et on va parler d'une œuvre qui est récente, qui va sortir ou qui est sortie, tu me le diras. Donc tu as édité, tu as publié ou tu vas publier, je crois qu'il va sortir bientôt, un livre qui s'appelle Prisonnier en prison dans mon thorax. Oui, en prison dans mon thorax. Donc c'est sur la mucoviscidose. Raconte-moi comment t'es venue la construction de ce livre, parce que c'est un livre graphique, donc c'est un roman graphique. Et moi, je sais, les personnes qui nous écoutent ne le savent pas, et je trouve ton idée, mais juste magique. Alors, dis-nous un petit peu comment t'es venue cette idée de construction. Alors au départ, je ne savais absolument pas que j'allais aborder ce genre de thématique, parce que c'est pas les thématiques que j'aborde de façon spontanée. Je te dis, moi, je suis plus ancrée dans tout ce qui est mémoire, identité, etc. Et un membre de ma famille donc est né avec cette maladie, et quand ma petite nièce donc est venue au monde avec cette maladie, je ne la connaissais absolument pas. Il a fallu vraiment
aborder la chose avec humilité, essayer de comprendre ce que c'était pour essayer d'être la plus présente possible et la plus efficace aussi par rapport à elle, par rapport à ses parents. Et puis comment parler de la maladie en fait quand la maladie vient, quand la maladie s'installe dans un foyer, elle ne touche pas que la personne qui est malade, c'est toute la famille en fait qui est impactée. Et l'idée de ce livre, c'était comment en fait rendre cette maladie tangible au plus grand nombre et comment est-ce qu'une petite fille ou un petit garçon qui vient avec la maladie peut, grâce peut-être à un livre, à un film ou à une chanson, se sentir beaucoup moins seul. Et donc du coup, j'ai décidé d'aborder ça de façon graphique, donc avec des dessins pour que ça soit accessible aussi aux enfants, que ça soit, tu vois, il y a des couleurs, c'est assez chatoyant, c'est plutôt agréable visuellement, etc. Et puis j'ai abordé un dessin qui est réaliste, donc pour que ça soit aussi quelque chose de tangible, tu vois, je suis pas partie dans des choses qui ressemblent à la réalité, et qui ressemble à la réalité. Et donc en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Léane et qui naît avec la mucoviscidose. Et donc l'ouvrage, si tu veux, s'ouvre avec elle dans le ventre de sa maman. Donc ça commence vraiment dans le placenta de la maman où il y a la petite le petit fœtus et puis la maladie qui est avec et comment est-ce qu'ils grandissent ensemble. Donc du coup la maladie est un personnage qui grandit au fur et à mesure que l'enfant grandit et donc on voit vraiment toute la difficulté mais aussi tout l'amour, toutes les craintes mais aussi tous les espoirs, tu vois. Donc c'est pas quelque chose que je voulais flambant ou larmoyant, tu vois. Je voulais que ça soit ancré dans une réalité. Et du coup, j'ai beaucoup observé autour de moi. Je me suis entourée de documentation, bien sûr. J'ai travaillé avec des médecins aussi qui sont spécialistes dans la maladie, mais aussi des associations. J'ai beaucoup parlé à des parents. J'ai beaucoup parlé à des enfants de différents âges, donc de 4 ans jusqu'à 19 ans, voir aussi les différents centres d'accompagnement, etc. Donc, c'est un livre aussi où tu as plein de tips, où tu as, par exemple, des définitions. C'est quoi donc c'est quoi la mucoviscidose, c'est quoi un protocole médical. Donc tu vois, tu as plein de choses comme ça, c'est quoi un pancréas, enfin bref, tu as plein de choses comme ça qui sont de l'ordre un peu du lexique, tu vois, que ça soit un peu ludique aussi pour les enfants. Éducatif, que ce soit aussi ludique pour les enfants mais aussi pour les grands et surtout que ça soit un objet qu'on aborde avec légèreté et profondeur, voilà, encore une fois, tu vois, que ça soit pas genre le livre qu'on a peur d'approcher parce que genre c'est trop triste ou voilà. Et après ça se finit de façon assez enfin ne raconte pas la fin. Non, je vais pas dire justement ce que j'allais te dire, je vais pas spolier. Ça se finit pas en fait. ça se finit pas comme toutes tes œuvres. Ça se finit pas. Et quand sortira ce livre? Il n'est pas sorti. Alors, il n'est pas encore sorti. J'ai reçu les premiers exemplaires aujourd'hui de la part de mon éditeur, donc Stella Maris, qui est une maison d'édition à Brest où tout est vraiment fait en slow édition et tout. Tu vois, genre on fait vraiment attention à notre impact aussi sur la planète. Tu vois, c'est avec du papier recyclé. Enfin voilà, il y a plein de choses que je trouve vraiment sympa, même dans ce process-là. Et du coup, le livre va sortir en septembre où il y aura je pense une séance de dédicace dans une librairie dans toutes les librairies qui voudront bien nous accueillir, on sera très heureux de venir le présenter. Écoute, j'ai envie d'aller. On a parlé du passé, on a parlé du présent avec la sortie de l'écriture, la publication de ce livre. J'ai envie de parler un petit peu du futur. Alors, je vais avoir 2-3 questions, un peu comme un quiz c'est exactement les mêmes que je pose à chaque invité. D'accord. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois, pareil qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être un peu plus vieille, avec plein de, peut-être encore avec un livre qui sortira et peut-être qu'on refera un podcast et je te dirais, voilà, je vais faire un livre sur ceci et cela. Mais en tous les cas, je pense que dans 5 ans, j'espère être dans la même lignée, encore plus ancrée et surtout, peut-être avec des choses qui feront encore plus sens, tu vois, et surtout en bonne santé, tu vois, ça c'est des choses importantes. Être avec mes enfants, ma petite famille et grandir encore, quoi. Je l'espère.
si tu devais réaliser un rêve, lequel ça serait? Ça serait guérir ma nièce. Ouais, ça serait guérir ma nièce, ouais. Et alors, j'ai quelques petites questions improvisées cette fois-ci. Quelle est ta plante préférée? Ma plante dans la nature, préférée, peu importe, oui. l'aloe vera. L'aloe vera. Okay. Ouais. Et ta tisane préférée? Donc Ma une tisane plante préférée. que tu bois. Alors ma tisane préférée, ça va être, je pense, la camomille. T'es la deuxième invitée qui aime la camomille. Ouais, je pense que ça va être la camomille tilleul aussi. Ouais, camomille tilleul. Un petit mélange. Allez, tu as droit même à un tiercé. Je peux camomille, tilleul, verveine, menthe avec un petit coup de miel et un petit clou de girofle et c'est parti pour un tour, quoi, tu vois. Je vais proposer la recette de ces plantes médicinales sur mon Insta. Je sais pas si elles vont ensemble d'ailleurs ces plantes-là, mais en tous les cas, j'aime bien l'idée. Les 3 premières vont très bien ensemble. Le clou de girofle qui est tonifiant mélangé à des plantes plutôt apaisantes, ça me paraît un pari un peu risqué, mais pourquoi pas. On va le garder avec le citron alors. On va dire que c'est aussi créatif que tes œuvres artistiques. Et si tu as un livre à nous citer qui t'a impacté? T'as tout le travail de Maya Angelou, tu vois, que je trouve incroyable. Maya Angelou. Je l'ai cité vraiment au précédent podcast, tu vois. Ouais. Maya Angelou, il y a comme une continuité. Je trouve ça magique. Ouais, Maya Angelou, elle est vraiment, enfin, pour moi, tu vois, en tous les cas, en tant que femme, qui a grandi dans tout ce magma, tous ces mélanges, toutes ces histoires aussi d'identité, de mémoire, d'ancrage. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'impact de femme à femme, tu vois, quand je l'entends, quand je l'écoute, quand je la lis. Il y a cet impact d'ordre, voilà, de femme à femme, tu vois, de vraiment renforcement intérieur, et d'être dans l'exigence, tu vois. Et il y a aussi ce côté, dans son universalité, quoi, tu vois, genre, je pense que tu fais vibrer sa voix à Calcutta, à New York, à Alger, ou à Dakar. Elle est là, quoi. Elle est une voix puissante. Voilà. Oui. On arrive à la fin du podcast, Rim. Je vais juste reprendre ton nom, comme ça on te retrouve facilement. Donc c'est Rim Laredj. C'est Rim Lily Laredj. Où est-ce qu'on peut te suivre et te découvrir, Rim? Sur quels réseaux sociaux? Alors, je suis beaucoup sur Instagram, donc sous quel nom? Rim Lily Laredj. Il y a aussi Facebook, pareil, Rim Lily Laredj. Il y a une page Facebook Rim Laredj, mais que je nourris pas forcément énormément. Et bientôt, il y aura un site avec enfin là j'ai numérisé pas mal de mes expositions, donc il y aura les expositions qu'on pourra visiter d'une façon virtuelle, il y aura les livres qu'on peut commander, il y aura aussi des infos sur les prochains événements, donc ça sera sur le site internet qui normalement sera actif à partir de fin septembre prochain. D'accord, très bien. On note le rendez-vous ainsi que le rendez-vous de la sortie de la publication de ton livre. Voilà. Et sur Instagram. Alors le livre, c'est En prison dans mon thorax, vivre avec la mucoviscidose aux éditions Stella Maris. Il sera disponible à partir de septembre prochain aussi. Et après, voilà, pour me retrouver, je suis très active sur Instagram au nom de Rim Lily Laredj. Super. Écoute, on retrouvera, de toute façon, je remettrai toutes ces informations par écrit dans le résumé du podcast. On arrive à la fin. On pourrait encore discuter très longtemps. Tu as tellement de choses à dire, mais je vais en dire plus sur le résumé aussi, sur ta carrière, ce que tu as fait jusqu'ici. Tu as tellement fait de choses et que tu as un potentiel tel qu'on peut pas te résumer ni en 30 minutes, ni en 1 heure, et je crois qu'il faut toute une vie pour te découvrir. Et j'ai hâte de découvrir ton livre et d'en reparler aussi plus tard à sa sortie. Donc on en reparlera via Instagram, on fera peut-être une petite collaboration à ce moment-là. En tout cas, pour moi, ce serait un grand plaisir, Rim. C'est un plaisir partagé. Merci à Rim toi, d'avoir Sonia. accepté mon invitation. C'est un honneur. Je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment, entre ta vie perso et ta vie pro très chargée, d'avoir trouvé ce petit moment. Et donc, je suis honorée que tu aies consacré du temps à cette Merci à toi, Sonia. Merci infiniment à toi. Et puis merci surtout à l'espace que tu m'as offert,
Merci pour ton écoute. Merci aussi de me permettre aussi de m'exprimer. C'est toujours un bonheur de pouvoir raconter, rencontrer aussi des voix et de pouvoir partager aussi nos passions avec des personnes auxquelles on n'a pas forcément accès, tu vois. Donc du coup là, tu m'offres le bonheur de pouvoir rencontrer tes auditeurs et c'est vraiment un beau cadeau que tu me fais. Eh ben, c'est toujours très difficile pour moi de dire au revoir et de quitter mon invité. J'ai l'impression d'être dans mon salon et de le mettre dehors. Mais non. Non, c'est juste un petit bye bye. C'est juste un petit bye bye. Et surtout, je vais pas te lâcher, hein, t'inquiète pas. Hein. Alors bye bye Rim et à Merci, très bientôt ici ou ailleurs sur les ondes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci de tout cœur pour ta fidélité durant la saison 1 et la saison 2 de Sorcières en herbe. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi à la newsletter de Sorcières en herbe, conteuse végétale ou à la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en herbe. Tu y trouveras toutes les actualités et toutes les infos de mes podcasts. Et tout l'été, des recettes à base de plantes médicinales et des rituels selon les cycles de la lune. Je te donne rendez-vous à la prochaine saison, à la rentrée donc, et d'ici là, bel été et bonnes vacances.